Je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e épisode de Théâtre Confit, où comme chaque semaine, nous allons faire des exercices pour nous entraîner au théâtre. Et bien c'est parti! La respiration. On va commencer avec le gâteau d'anniversaire. Imaginez que vous avez dans vos mains, un gâteau d'anniversaire que vous posez, vous avez donc devant vous, et sur ce gâteau d'anniversaire, il y a une bougie. Et cette bougie, l'idée, c'est de faire vaciller sa flamme, mais sans l'éteindre. Ça veut dire, là vous me voyez venir, qu'on va travailler sur un tout petit filet d'air. Si vraiment vous ne comprenez pas l'exercice, éventuellement, demandez, mais absolument avec quelqu'un, sauf pour les grands, mais pour les petits, vous faites ça avec un parent, vous allumez une bougie d'anniversaire et vous travaillez sur la flamme. Vous ne faites pas ça évidemment tout seul dans votre chambre. Les grands, vous faites ce que vous voulez avec un briquet même, mais pas les petits. On a ce gâteau d'anniversaire, la bougie devant nous et on va donc faire vaciller la flamme. Cet exercice va donc vous permettre de travailler sur un tout petit filet d'air, mais de varier l'intensité de ce filet. Vraiment, quand on veut faire vaciller une flamme, vous voyez, il y a des moments où on sent qu'on va trop fort, donc on atténue notre filet d'air et puis on le réaugmente quand la flamme ne bouge plus pour toujours la faire vaciller. Vous faites ça 4 ou 5 fois. Et vous, à chaque fois, sur l'expire la plus longue possible, et vous variez bien les intensités de ce petit filet d'air. Pour faire cet exercice, on va faire comme un exercice qu'on avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'accordéon, où on avait fermé nos poings, mais pas trop fort. Donc là, c'est pareil, on ferme nos poings, mais sans les serrer fort, juste comme ça, comme si on voulait faire, encore une fois, une petite longue vue. Et comme pour l'accordéon, on va les mettre au niveau de notre ventre, ici, comme ça. Les poings se touchent et on va travailler sur l'expire et l'inspiration comme si on faisait nos poings étaient un petit ascenseur. Voilà, donc vous avez compris l'exercice, il consiste à, quand on inspire, monter l'ascenseur, et quand on expire, on descend l'ascenseur et on le remet au niveau du nombril, au niveau du ventre. D'accord ? Vous le faites une dizaine de fois, et toujours en tâchant d'allonger le plus possible l'expiration, le plus longtemps possible, et vous descendez en rythme, vraiment, très tranquillement, et vous remettez les mains au niveau du nombril. Je vais faire cet exercice donc un certain nombre de fois, comme ça vous allez pouvoir le faire en même temps que moi, vous ne serez pas obligé de mettre pause, et puis on va vous trouver une petite musique agréable pour accompagner cet exercice.
on est prêt maintenant à passer aux exercices de diction. Bien, nous allons reprendre l'exercice de diction où on décline les voyelles. Simplement, on va partir on va allonger légèrement ces petits groupes de syllabes que nous avons. On va donc travailler maintenant sur bapa, data, gaka. Je reprends. Bapa, data, gaka. Vous noterez certainement que chaque groupe nous fait travailler à différents endroits. Bapa, devant, d'accord? Bapa, ça se passe devant. Data, ça se passe au milieu. Data. Et gaka se passe derrière. Je pense que vous comprendrez facilement ces notions, même si évidemment c'est pas aussi clairement, mais quand même. Bapa, data, gaka. Et puis on va faire comme avec l'autre, quand je vous faisais travailler sur les précédentes semaines. On va donc décliner ça avec les différentes voyelles. Ce qui va nous faire donc bapa, data, gaka. Bepe, dete, geke. Bipi, diti, giki. Bopo, doto, goko. Bupu, dutu, guku. D'accord? Donc on va dire ça très tranquillement. Vous pouvez mettre pause, vous entraîner. Je mets pareil je les mets dans les commentaires, ce qui vous permet éventuellement de les lire au départ, le temps de les mémoriser. Comme précédemment, quand on faisait l'exercice, on insiste un petit peu sur chacune des consonnes. D'accord? Bapa, data, gaka. Bepe, dete, geke. Bipi, diti, giki. Bopo, doto, gogo. Bupu, dutu, guku. Et au fur et à mesure où vous vous sentez à l'aise, vous accélérez légèrement. Le but, c'est pas de faire une course. Le but, c'est vraiment d'être à l'aise, d'être tranquille, que tout ça soit souple. Et encore une fois, l'intérêt étant de travailler notre articulation simplement pour gagner en tonicité, pour être beaucoup plus tonique, parce que quand on parle dans la vie de tous les jours, on n'est pas très tonique. En plus, quand on voit son interlocuteur, en général, d'une certaine manière, on lit les expressions, on lit sur les lèvres, donc on n'a pas besoin de beaucoup particulier pour se comprendre les uns et les autres dans la vie. En revanche, vous le savez, sur le plateau de théâtre, il faut être quand même beaucoup plus lent et articuler beaucoup plus. Simplement, comme sur un plateau de théâtre, on ne va pas surarticuler parce que sinon on serait totalement ridicule. Il faut qu'en fait, on soit tonique. Parce que si je parle comme ça sur une scène, ça va pas passer. On va pas écouter ce que je dis. Mais il faut qu'on soit très audible, très limpide. Donc il faut travailler pour être tonique et c'est le but de cet exercice. Voilà, on va donc maintenant passer au virelangue. Le virelangue de cette semaine, on va travailler une nouvelle lettre. J'espère que vous en êtes bien sortis avec les papous papapa qui ont des poux papapa et les papous papa qui ont des poux papa et les papous papapa qui ont des poux papa. Bon voilà, j'espère que vous êtes bien amusés. J'ai hâte de vous entendre dire les papous. Cette semaine, on va travailler sur le M, puisque vous vous souvenez, je vous ai dit, il va falloir qu'on varie et que notre petit répertoire d'une dizaine de virelangues fasse travailler les différentes choses comme le cre, le gue, le me, le ou, le wa, le ui, le on, etc., etc. Donc cette semaine, on va travailler sur le M avec le virelangue suivant,
Je vais, comme toujours, vous l'incruster et vous le mettre dans les commentaires. 1000 millions de musiciens murmurent des mélodies multiples et mirifiques. 1000 millions de musiciens murmurent des mélodies multiples et mirifiques. Voilà, on travaille sur le L. Il est moins marrant que les papous. J'alternerai les très marrants et surtout, vers la fin, j'en ai qui font 4, 5, 6 lignes qui sont très très drôles. On se fera certainement un petit défi dessus ou simplement pour le plaisir, je vous en donnerai pour que vous puissiez les apprendre et peut-être les apprendre par cœur et nous faire des petites vidéos. Alors aujourd'hui, on en reste pour l'instant à nos 1000 millions de musiciens murmurent des mélodies multiples et mirifiques. Comme pour chaque nouveau virlangue, vous le lisez d'abord tranquillement, en surarticulant légèrement, 1000 millions, n'hésitez pas à surarticuler de manière exagérée. Vous êtes tout seul, donc n'ayez pas peur du ridicule. Et puis ensuite, quand vous vous sentez à l'aise, commencez à le dire un petit peu plus rapidement. N'hésitez pas même vos virlangues à les faire en marchant dans votre chambre ou en marchant dehors quand vous allez quelque part. Ou si vous êtes en balade, en forêt, sur l'heures autorisées par jour, n'hésitez pas à les mâcher un petit peu comme ça vos petits virlangues. On va se mettre donc dans une position neutre. Vous vous souvenez, cette position, c'est les pieds bien ancrés dans le sol, les jambes légèrement écartées, pas trop écartées, simplement de la largeur des épaules. Les genoux sont déverrouillés, toujours un petit peu déverrouillés les genoux. Il ne faut pas avoir les jambes droites, c'est-à-dire pas crisper les ligaments là derrière les genoux. Le genou est libre. Et le visage est droit, on est dans une position où le cou est libre et on va justement faire des petits mouvements en laissant vraiment le poids de la tête guider ces mouvements. D'accord ? C'est la tête qui emporte. C'est pas je force sur mon cou, c'est je laisse tomber ma tête comme si j'étais en train de m'endormir. Et je la fais glisser sur le côté. Voilà, derrière. Vous faites ça très tranquillement. Plusieurs fois. Le temps justement aussi de trouver cette détente. De ne pas forcer le mouvement, simplement laisser le poids de la tête guider. On revient ensuite dans la position neutre avec le regard droit. Et là, on va faire quelques petits oui de la tête. Ça doit être très très souple. Puis on va faire des non. Très souple. On ne force pas. C'est pas comme la semaine dernière l'exercice de la poule où on était très saccadé. Là, au contraire, on est vraiment dans quelque chose de très fluide. On dit non, mais on dit non un peu au ralenti. Non. D'accord ? Et on dit oui, au ralenti aussi. Oui. Oui. Voilà. Ok ? Et puis simplement, là, on va s'étirer. Voilà, n'hésitez pas. S'il y a des bâillements qui viennent, ça n'est pas un problème. Voilà, on s'étire bien. On ne s'étire pas assez en général. Et vous allez voir comme ça fait du bien. Cherchez là tous les muscles qui sont endoloris. On peut aussi faire comme ça. Voilà. N'hésitez pas à aller vous étirer dans tous les sens. Comme un chat. Vous avez vu les chats comme ils vont chercher loin, loin leur mouvement quand ils s'étirent. Et puis ensuite, on va se masser un petit peu. D'accord ? On va faire un automassage. On se masse un petit peu la tête. Voilà.
Et puis le visage. On peut tapoter comme ça avec ses doigts. Voilà. Voilà, puis la nuque aussi, là derrière. Très agréable ça. Laissez vos bras un peu détendus, hein. Par contre, vous ne crispez pas parce que sinon vous allez avoir mal au bras. Voilà, un petit peu la gauche. Voilà. Voilà, puis on peut regarder un petit peu se taper. D'accord? On se tapote un peu les bras, l'intérieur, l'extérieur, et puis le ventre. Voilà, on va faire sur tout le corps et on va descendre. Voilà, on n'hésite pas, à l'intérieur des jambes. Voilà, derrière aussi, le dos. C'est plus difficile, mais on peut faire en tout cas le haut des fesses. Voilà. Et puis quand on s'est bien massé, on va se prendre une petite douche. D'accord? Voilà, on va prendre une petite douche et puis on a un petit gant de toilette et on va se savonner partout. Voilà, on savonne bien les mains. Voilà, on savonne ici. Hop, je savonne. Voilà, on savonne aussi les mains. Surtout en ce moment. Voilà, je savonne. Ok, on se savonne partout. J'ai un petit shampoing. Voilà, on savonne un petit peu. Alors moi avec les lunettes c'est pas facile. Mais bon, je peux un peu aller, voilà. Je me savonne le visage. Voilà, hop. Et on savonne le cou. Ah, et partout. Voilà, et puis là on est sous la douche. On a en plus l'eau, vous voyez, qui coule. Voilà, et on se savonne bien. N'oublie pas l'arrière des jambes, hein. Et voilà. Et puis on imagine qu'on a une brosse. Non. Voilà, une fois qu'on a terminé de prendre notre petite douche, ben on est prêt pour la suite. Le texte de cette semaine. Alors la semaine dernière, nous avons travaillé sur un texte de Gérald Chevrolet, qui était une adresse au public, qui n'avait pas de ponctuation. Alors cette semaine, nouveauté, nous allons travailler sur un texte en vers. Oui, alors en vers, qu'est-ce que c'est qu'un texte en vers? Je pense que vous connaissez tous à peu près ce que c'est qu'un vers. Là, on va travailler donc sur un texte de Victor Hugo et qui est écrit en alexandrin. L'alexandrin, c'est un vers de 12 pieds. Je vais vous lire une première fois ce texte. Je vais bien sûr le mettre dans les commentaires et vous l'envoyer en même temps que la vidéo. Mais je vais vous en faire une lecture rapide. Enfin rapide, je vais vous faire une petite lecture. Un brave ogre des bois, natif de Moscovie, était fort amoureux d'une fée et l'envie qu'il avait d'épouser cette dame s'accrut, au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brut. L'ogre, un beau jour d'hiver, peigne sa peau velue, se présente au palais de la fée et salue, et s'annonce à l'huissier comme prince Ogrovski. La fée avait un fils, on ne sait pas de qui. Elle était ce jour-là sortie, et quant au mioche, bel enfant blond nourri de crème et de brioche, dont, fait par quelque Ulysse à cette Calypso, il était sous la porte et jouait au cerceau. On laissa l'ogre et lui tout seul dans l'antichambre. Comment passer le temps quand il neige en décembre? Et quand on n'a personne avec qui dire un mot? L'ogre se mit alors à croquer le marmot. C'est très simple. Pourtant, c'est allé un peu vite, même lorsqu'on est un ogre et qu'on est moscovite, que de gober ainsi les mioches du prochain. Le bâillement d'un ogre est frère de la faim. Quand la dame rentra, plus d'enfants.
On s'informe. La fée avise l'ogre avec sa bouche énorme. « As-tu vu, cria-t-elle, un bel enfant que j'ai ?» Le bon ogre, naïf, lui dit « Je l'ai mangé. » Or, c'était maladroit. Vous qui cherchez à plaire, ne mangez pas l'enfant dont vous aimez la mère. Voilà, c'était l'ogre de Moscovie de Victor Hugo. Alors, sur ce texte qu'on va certainement travailler pendant 2 semaines, enfin je veux dire sur les 2 prochaines vidéos, enfin sur aujourd'hui et puis la prochaine vidéo. Là pour cette fois, ce que je vais vous demander, je vais vous donner quelques règles très simples et vous allez devoir annoter votre texte, le travailler. Les alexandrins, ça fait donc 12 pieds. Un pied est égal à une syllabe. D'accord ? Si on prend par exemple le premier, un brave ogre des bois natif de Moscovie. Voilà, il suffit de savoir compter jusqu'à 12 pour travailler des vers. Je fais comme ça. Vous pouvez mettre une petite barre à chacune des syllabes si ça vous aide. Un, barre, bras, vo, gre, des, bois, natif. Vous pouvez mettre à chaque fois, si vous voulez, une petite barre. Vous n'êtes pas obligé. Vous devez compter 12. Alors, il y a 1 ou 2 astuces à connaître, et notamment ça concerne les E. Dans un texte en alexandrin, j'ai mes petites feuilles pour ne rien oublier de vous dire. Donc, les choses basiques, avant de faire ce travail, c'est déjà de vous munir, de vous munir d'un crayon, d'avoir une gomme pas trop loin, d'accord ? Et de savoir compter jusqu'à 12. Et puis, de bien vous souvenir la question des E. Il y a dans un texte qu'on appelle des E muets. On les appelle les E muets parce qu'on peut les prononcer ou alors on ne les prononce pas. Et pour ça, il y a une règle tout simple. On a 2 cas de figure. Soit le E est placé avant une voyelle et dans ce cas, il s'annule. On fait ce qu'on appelle une élision. Ça peut paraître compliqué dit comme ça. Je vous prends l'exemple. Le premier vers, d'accord ? Dans le premier vers, un brave ogre des bois. J'ai brave, un E, suivi d'une voyelle. J'ai donc un bravo, d'accord ? C'est comme si je disais le bravo, un brave ogre des bois, d'accord ? En revanche, le E suivant, et c'est là la deuxième règle, il est suivi d'une consonne, le D. Un brave ogre, voyelle, ogre des bois. Et là, le E se dit et donc va compter comme une syllabe. Un brave ogre des bois. D'accord ? Donc, la règle dont il faut se souvenir, c'est que le E, lorsqu'il est placé devant une voyelle, il va s'élider, s'annuler. Quand il est placé devant une consonne, il est donc tapé, on le dit, et il compte comme une syllabe. Vous allez très vite le comprendre en faisant ce petit exercice. Et il faut retenir enfin pour les E, qu'un E à la fin d'un vers est toujours un E qui ne se dit pas. Je prends l'exemple du dernier vers. Ne mangez pas l'enfant dont vous aimez la mère. On ne va pas dire ne mangez pas l'enfant dont vous aimez la mère. Hein ? On ne va pas le taper on va bien dire ne mangez pas l'enfant dont vous aimez la mère. C'est-à-dire que le E, là, qui disparaît, on ne l'entend pas. On entend le R, mais on n'entend pas le E. D'accord ? Ces 3 règles, elles vous suffisent, en tout cas pour ce texte-là, parce qu'après, il y a d'autres choses pour les vers, mais il y a ce qu'on appelle des diérèses, mais là, ce n'est pas la peine de s'embrouiller avec les diérèses, parce qu'il n'y en a pas dans ce texte, c'est exprès, évidemment. Donc, je voudrais... Donc les petits E, quand ils se disent, soit on les entoure, soit on les souligne d'une petite barre. Et puis quand ils ne se disent pas, soit on relie, par exemple brave ogre, vous allez relier, mais tout ça je vous le mets aussi dans le petit texte qui accompagne, comme ça si vous avez besoin. Vous mettez soit un petit sourire dessous pour relier le E avec la voyelle qui suit, soit vous barrez les deux. Mais le mieux c'est quand même de mettre un petit sourire qui les relie, un petit lien qui les relie. Comme ça vous savez que vous dites brave ogre. Et puis quand vous devez le taper, ogre,
et vous entourez le E, comme ça fait un bravogre des bois. Et ce que je voudrais, c'est que vous fassiez ça sur ce petit texte, que vous le preniez en photo, et puis vous me l'envoyez, que je puisse vous corriger, ou vous dire oui, c'est formidable, attention, tu as oublié ci, oublié ça. Et puis la semaine prochaine, on passera à la mise en voix de ce texte. Mais pour le moment, simplement, lisez-le, comprenez-en le sens, et surtout, faites ce petit travail avec les histoires de E, et comptez bien. Mettez-moi bien tous les petits tirets pour bien compter les 12 syllabes. Il me faut absolument 12 syllabes sur chaque phrase, chaque alexandrin. Donc l'alexandrin, c'est à chaque fois qu'il y a un retour à la ligne, il doit y avoir 12. Ça fait 12, 12, 12, 12, 12, 12. Ok ? Vous faites ça sur un petit papier, vous imprimez le texte, si c'est possible. Je pense que ce sera possible pour chacun. Peut-être que d'ailleurs dans l'envoi que je ferai, je le mettrai à part. Je le mettrai bien sûr dans le conducteur, puis je le mettrai à part, que vous puissiez très tranquillement juste prendre ce document et l'imprimer. Et puis éventuellement, je le mettrai aussi pour ceux à qui on a des groupes WhatsApp. Je me débrouillerai pour que vous l'ayez et que vous puissiez comme ça. Et puis sinon, vous le recopiez. Mais c'est un petit peu plus laborieux. Voilà, je vous laisse travailler sur tout ça, me les prendre en photo, ou si vous avez travaillé sur un ordinateur. Mais alors moi, je n'ai pas trouvé le petit sourire sur l'ordinateur. Peut-être certains ont des logiciels plus modernes que nous. Donc moi, je préfère travailler à la main. Voilà, un crayon, une gomme, la petite règle DE, et ce sera une affaire réglée. Vous allez devenir des professionnels du verre. Alors, me voilà tout d'un coup habillée différemment. Il se trouve que ce petit passage sur le jargon et la tradition théâtrale, je ne l'ai pas tourné en même temps que le reste de cet épisode, ce qui explique que j'ai par magie changé de tenue et que je vais revenir à ma tenue précédente juste après ce petit épisode sur le jargon. Ce sont les amusements des tournages. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous avais dit qu'on allait parler de la couleur verte, du vert. Parce que le vert, c'est une couleur qui est complètement interdite sur un plateau de théâtre. En tout cas qu'il l'était et qu'il a été pendant très longtemps, même si aujourd'hui, maintenant, ça arrive qu'on puisse voir des costumes verts sur une scène de théâtre. Alors comme beaucoup d'interdits, il y a une raison. On ne crée pas des superstitions ou des interdits sans raison, mais que ce soit au théâtre ou ailleurs. Alors d'abord, peut-être un petit peu d'histoire sur la couleur verte. Vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, toutes les couleurs ont une histoire. Elles ont une histoire en fonction de chaque civilisation, c'est-à-dire qu'elles ont des significations, mais qui ne sont pas pareilles selon si on est en Inde ou pour la civilisation égyptienne ou pour la Grèce, dans la Grèce antique ou aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est assez intéressant, par exemple, de se rendre compte que le vert est associé à tout ce qui est instable. Pas que, mais en partie à ce qui est instable. L'enfance, le jeu, l'amour aussi, étonnamment, le vert est associé à l'amour. Et aussi à des choses inquiétantes, comme par exemple les martiens sont verts, ou Hulk est vert. Voilà. Donc après, réfléchissez, vous verrez que on va voir comme ça des constantes dans l'histoire des couleurs. Alors pourquoi le vert est-il associé aux choses instables ? C'est que la manière, le procédé qui permettait de teindre des étoffes en vert était très instable. Donc, forcément, par extension, le vert a été associé aux choses instables. Mais alors, pour en revenir vraiment au théâtre, pourquoi au théâtre le vert est-il totalement interdit ? Il est interdit parce qu'on considère qu'il porte malheur. Alors, il y a une explication qui paraît la plus plausible, c'est que, comme je vous le disais, les teintures qui étaient utilisées, on utilisait du vert de gris pour teindre les étoffes en vert, et c'était extrêmement toxique. C'était un mélange d'oxyde, de cuivre, de vinaigre, de citron, enfin, il mélangeait un tas de choses qui faisaient que c'était très toxique, et surtout, plutôt que de teindre par des procédés, la teinture, ça se fait souvent par des bains en montant à haute température, etc. Puis après, on stabilise comme on peut les teintures. Vous avez peut-être tous fait l'expérience
d'un t-shirt rouge qui peint tous vos t-shirts en rose. Ça arrive encore, les accidents de teinture. Et donc ce verre était très instable et en plus on peignait les vêtements. Si bien que cette teinture, elle se défaisait et elle se transmettait notamment à la peau. Et comme elle était très toxique, on pense qu'il y a eu des accidents et que des acteurs ont été ou très malades, voire sont morts d'avoir porté des costumes verts. Parce qu'il faut se dire aussi qu'à l'époque de Molière, par exemple, on ne changeait pas de costume à chaque représentation. Un costume, il symbolisait un rôle. Voilà, donc par exemple, un valet était en vert, et à chaque fois qu'on jouait le rôle du valet, on reportait le même costume. C'était des troupes permanentes. Un acteur qui jouait les valets, il les jouait dans toutes les pièces, et peut-être pendant, je ne sais pas, pendant plusieurs années. Et les costumes, c'était donc ils récupéraient ça, les nobles qui voulaient plus d'une veste ou d'un pantalon, etc., les donnaient. Donc les troupes n'étaient pas fortunées, ne créaient pas, comme aujourd'hui, on crée des costumes à chaque représentation. Ce n'était pas le cas. Donc ces costumes, ils étaient portés longtemps, les acteurs transpiraient dedans, la teinture petit à petit s'imprégnait de leur peau, et donc on pense véritablement qu'il y a eu des accidents, et que du coup on a banni cette couleur, c'est-à-dire qu'ils ont dû constater au bout d'un moment que tous les acteurs qui portaient du vert avaient des malheurs. Ils mouraient ou ils étaient extrêmement malades. Donc, très naturellement, on a dit, ça porte malheur, donc on arrête de porter du vert. Voilà, c'est ça qui explique. Et puis, pour finir, il se trouve qu'on pense, la légende en tout cas, dit que Molière est mort dans un costume vert à l'issue d'une représentation. On ne sait pas si c'est vrai, mais à partir du moment où la légende l'a dit, c'est vrai. Et du coup, par extension aussi, comme c'est dans un costume vert que Molière a été emporté, définitivement cette couleur elle est rayée des plateaux de théâtre. Le moment que vous attendez tous, je sais, avec impatience, les jours, vous comptez les heures pour savoir quel est le défi de la semaine. Alors, le défi cette semaine, le voilà. Je vais vous demander de prendre un objet, ce que vous voulez. Vous allez prendre un objet, et cet objet, vous allez m'en raconter son histoire. Alors, pour vous aider, je vais vous dire que ce serait bien que mentalement, ou en prenant des notes, mais ça peut suffire mentalement si ça vous suffit pour vous préparer, répondre à un certain nombre de petites questions que j'ai listées ici pour pouvoir vraiment construire l'histoire de cet objet. Cet objet, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez prendre une fourchette, une râpe à fromage, un collier, une paire de ciseaux, un chapeau. Baladez-vous chez vous, promenez-vous dans votre maison, votre appartement, et puis laissez-vous guider par les objets autour de vous. Choisissez-en un et répondez, mentalement, d'abord à ces petites questions pour construire votre récit. Puis ensuite, vous vous mettrez comme si vous étiez un explorateur en fonction un petit peu de l'objet que vous allez dont vous allez nous raconter l'histoire. En tout cas, vous êtes propriétaire de cet objet et vous nous racontez son histoire comme si vous étiez invité soit au journal télévisé, soit dans une émission, un reportage, un documentaire pour parler de cet objet très particulier. Alors, pour préparer ça, répondez aux questions suivantes. À qui a-t-il appartenu ? D'où vient-il ? Qui l'a fabriqué ? Où a-t-il été fabriqué ? Quelle est son histoire ? Quel est le sort des propriétaires ? Est-ce que ça les rend heureux ou malheureux d'avoir cet objet ? Comment aussi l'objet est arrivé entre vos mains ? Vous êtes peut-être le premier propriétaire de cet objet, mais peut-être que cet objet il a eu une histoire avant vous et qu'il vous est atterri. Je dis n'importe quoi, si l'un de nous trouvait la baguette d'Harry Potter, on raconterait qu'elle a appartenu à Harry Potter, puis on raconterait même comment elle est arrivée. Alors, je n'ai pas pris un bon exemple parce que je ne suis pas une grande spécialiste d'Harry Potter, mais
Comprenez? C'est-à-dire comment cet objet donc vous est arrivé dans les mains et qu'est-ce que vous pensez en faire maintenant qu'il vous appartient, soit encore une fois que vous en êtes le premier propriétaire ou vous en êtes peut-être le 8e, 9e, vous l'avez peut-être eu de votre grand-père. C'est peut-être un objet de famille, c'est peut-être un objet trouvé. Voilà, il peut évidemment avoir toutes sortes de pouvoirs, parce que comme je vous le disais, c'est quoi le sort des gens qui le possèdent, hein? Ça les rend heureux, malheureux, mais ça peut être aussi plein d'autres choses. Donc évidemment, il peut y avoir des malédictions, ou au contraire, porte-bonheur. Je vous fais confiance sur votre imagination. Prenez le temps, les petites questions, vous n'êtes pas obligé bien sûr d'y répondre. Alors après, ceux qui sont à deux, les frères, les sœurs, vous pouvez vous interviewer, mais je pense que vous pouvez aussi tous, à partir de ces questions, bâtir une sorte de monologue, de dire voilà, bonsoir, comme si vous étiez un conférencier, que vous êtes invité à nous parler de cet objet lors d'une conférence qui est filmée, ou on n'a qu'à se dire filmée, puisqu'en l'occurrence, là c'est le cas, et vous nous parlez de cet objet. Je suis là encore très très impatiente de voir quel objet. Bien sûr, il faut que quand vous nous en parlez, vous ayez cet objet, mais ça me paraît évident, mais je vous le redis quand même, je veux le voir l'objet. Il faut que vous nous le présentiez physiquement. J'ai posé des questions, vous pouvez rajouter des choses. Les questions, c'est pour vous aider à structurer un petit peu votre récit. Et puis après, ça n'a pas besoin de durer 4 heures, hein. Déjà en 1 ou 2 minutes, je pense que vous pouvez nous donner pas mal d'éléments sur cet objet. Voilà, je suis impatiente, comme d'habitude, vous déposez ça sur WhatsApp, vous déposez ça dans le Drive. S'il y a des retardataires, s'il y en a qui n'ont pas fait les précédents défis et que vous voulez les faire, c'est toujours possible. Mais peut-être faites-les après, faites-moi d'abord celui de la semaine et puis après revenez éventuellement à rebrousse-poil si vous avez des regrets ou des envies, si vous n'aviez pas osé vous lancer avant. Voilà, en tout cas pour moi c'est toujours un plaisir de recevoir vos vidéos, je les attends toujours avec beaucoup d'impatience. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Théâtre Confit, le 4e ce sera. Bonne semaine, à très bientôt. So you can have a little